Bonjour à tous, amis du café, amis des invités qui n'aiment pas le café, en tout cas qui n'en prennent pas, amis du son bon et du bon son, amis d'Arte Radio, de France Culture, de Wave, c'est ça, Wave Audio, Wave Studio, c'est quoi? Wave Audio. Wave Audio. Wave Audio, ouais. Le studio de podcast à l'avant-garde des studios de podcast. Oubliez Binge Audio, allez sur Wave. non, je déconne. Bonjour monsieur Baumgartner Thomas. Bonjour monsieur Dufresne David. On se connaît depuis un certain temps maintenant. Alors, aujourd'hui, le studio est transformé en une espèce d'agora où il y a des stagiaires de 3e, des petits-enfants qui n'ont pas cantine et donc se retrouvent avec leur papa qui lui-même invité. Nous avons un tas de gens incroyables. Le son est-il bon, camarade? Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'il y a des crépitements? Ça a l'air d'aller. Et figurez-vous que bonjour tout le monde, bonjour Glodioman. Tu veux pas venir, Glodioman, dire bonjour? Regardez, Glodioman, l'homme de la technique, l'aide techno incroyable, vient nous dire un petit bonjour, viens à côté de moi, voilà, juste 2 secondes. Oui, et là, c'est pour que Tommy, qui est à la régie, non mais là, ça devient une super production, puisse jouer avec la caméra. Est-ce que nous voyons bien Glodioman? Est-ce que nous voyons bien Glodioman? C'est vous les Daft Punk? Bonjour. Ah oui. Non, malheureusement, les gens vont être déçus, non? C'est un quasi-homonyme. C'est ça. Il y a une moitié de Daft Punk qui a presque... Tout va bien? Ça va, ouais. Ça va? Ouais, bon. Laisse, ouais. Alors donc, voilà, Olivier qui est 2 jours dans les studios et qui a le magnifique t-shirt des Mutins. Tout à fait. 1994, les débuts du Wave, l'utopie anarchiste qui est en ce moment... On n'est plus très nombreux. On n'est plus très nombreux. Bon, ben voilà, top les invités du jour. Glodioman, hello Glodioman. Voilà. Oui, excuse-moi, je t'ai coupé sur les Daft Punk. Ça t'arrive tout le temps? Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps encore, oui. Je déçois beaucoup de gens en fait. Alors, j'ai ici le petit texte d'intro. Thomas Baumgartner, c'est toi-même. A beau être patron de studio de podcast, Wave Audio, les affaires, c'est pas son moteur. Mais l'argent des autres, l'argent des autres, oui. Dans son nouveau livre, Édition du Faubourg, l'auteur nous propose une expérience, celle d'une parole longue sur un sujet tabou. Un joueur de poker en ligne, une auxiliaire de vie, Charlotte, pauvre, qui dit « Le problème, quand on est pauvre, c'est la bienveillance des gens. » Un multimillionnaire, dénommé Olivier, une consultante. La succession des témoignages est saisissante. Elle raconte comment faire avec l'argent contrainte, objet de lutte, instrument de pouvoir, de domination, de définition. Une affaire morale et immorale, si j'ai bien lu tes incises, le pognon de chacun. Et à propos de pognon, on vous le rappelle, sans vos dons au poste n'existe pas. L'argent des autres, tentative... L'argent des gens, d'ailleurs. L'argent des gens, pardon. Oui, parce que j'aime pas dans les titres des émissions reprendre trop le titre des livres. Non, mais pas de problème. Mais c'est effectivement la tentative d'épuisement de nos porte-monnaies. C'était un peu ça l'objectif. Et je dis les gens parce que c'est pas... Je m'intègre aussi dans le livre. On va le voir. Ouais. Vous allez connaître le salaire de monsieur, bien sûr. C'est une histoire infraordinaire, écris-tu, page 191. Tu cites... Alors évidemment, tout le monde a compris l'allusion, enfin le clin d'œil à Pérec, tentative d'épuisement de nos porte-monnaies. Et tu cites justement en conclusion, Georges Pérec, pour préciser à la fois ta pensée et ton cheminement. Pérec nous dit « Interroger ce qui nous semble tellement aller de soi que nous en avons oublié l'origine. Ce qu'il s'agit d'interroger, c'est la brique, le béton, le verre, nos manières de table, nos ustensiles, nos outils, nos emplois du temps, nos rythmes. Faire l'inventaire de vos poches, de votre sac. Interrogez-vous sur la provenance, l'usage et le devenir de chacun des objets que vous en retirez. » Le principe, c'était celui-ci, en fait. Je l'ai compris un petit peu à rebours, mais c'est d'aller questionner l'argent, le rapport qu'on a à l'argent au quotidien, qui est quelque chose d'omniprésent, qui est quelque chose d'obligatoire. C'est une contrainte qui s'impose à tous et qu'on ne questionne pas énormément. En tout cas, on n'exprime pas ce questionnement et on ne le partage pas. C'est assez rare les soirées où, entre amis, on parle d'argent, on parle de ce qu'on gagne, sauf accident, et encore, et encore. Et je me suis dit, ça ressemble à cette démarche d'aller questionner ça, la démarche de Pérec, de se poser comme il l'a fait par exemple à Saint-Sulpice et d'écrire
dans ce tentative d'épuisement d'un lieu parisien, d'écrire ce qui se passe, le banal, le bus qui passe, les gens qui marchent, et de strate après strate, heure après heure, épuiser le lieu pour finalement voir ce qui nous touche, ce qu'on en retient, et ce qu'on ne questionne plus surtout. Et c'est pour se dire aussi que le banal ne l'est pas tant que ça. Donc j'ai retrouvé dans mon questionnement, enfin j'ai trouvé dans la démarche de Pérex qu'il a pratiquée, et même dans ce texte-là presque théorisé, mon désir en fait par rapport à cette question d'aller parler à des gens de toutes conditions, à une dizaine de personnes qui est surtout pas un panel mais plutôt des rencontres, leur demander et vous alors est-ce que ça vous paraît incongru de parler d'argent, quel est votre rapport quotidien à l'argent? On va pas regarder tous les 10 portraits parce que sinon on épuiserait le livre et là ce serait dommage, ce serait trop con. Mais on va prendre quelques portraits. Alors tu nous dis aussi et là on comprend que ton cheminement que c'est à rebours, que tu comprends presque ta démarche. Et je sais pas, je suis pas sûr que les rencontres soient forcément chronologique dans l'ordre de publication. Elles ne sont pas. Mais on voit bien, puisqu'il y a des incises, on va en parler, oui. Il y a des incises à la fois personnelles et puis il y a une astuce qui est vachement chouette que je vais dévoiler tout à l'heure. Mais on comprend quand même que ta réflexion, elle se nourrit des rencontres. Hein. Oui. Donc il ne s'agit pas d'aller chez les gens, comme dirait la télé, les vrais gens, hein, sous prétexte qu'un micro-trottoir, ça fait une analyse. Il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit d'aller à la rencontre. Donc parfois, certaines personnes m'invitaient chez elles, d'autres, on se rencontrait dans un café, d'autres dans des lieux qui m'étaient plus familiers à moi. La question transversale, c'était de passer du temps avec les gens. C'est de passer 3 heures, 4 heures, discuter, partager aussi une première version du texte, parce qu'il fallait quand même que les gens, outre le fait qu'avant la publication, ça me paraissait normal qu'ils le lisent. Après, en fonction des retours, je pouvais modifier ou pas. Ouais. J'ai gardé cette liberté-là, mais je suis toujours assez méfiant par rapport à mon propre regard. Je préfère quand même partager avec celui des premiers concernés aussi. Donc l'idée était effectivement, d'abord et avant tout, de passer du temps sur cette question. Et certainement pas... Alors parfois, comme je suis parfois chez les gens, ça m'aide aussi dans ce que je peux écrire sur eux. Mais avant tout, c'était la parole qui m'intéressait. Avant tout, c'était les mots. Le point de départ, on parlait de Pérec, le point de départ, vraiment, il était... c'était la question des mots. Alors, poétique, littéraire, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on peut écrire dans un livre qui est compliqué à écrire? Et ce qui est compliqué à écrire, c'est ce qui est invisible, en tout cas, ce qui est indicible, en tout cas pas dit. Et donc, d'aller chercher les gens sur le temps long pour voir les mots qu'ils vont mettre sur l'argent, sur le rapport qu'ils ont au quotidien à l'argent. C'est vraiment le leur, hein. C'est pas trop le regard sur l'argent des autres, c'est vraiment sur le leur. Et alors c'est pas une surprise, mais en tout cas une sorte de satisfaction, c'est que tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a un regard. Et riche, pauvre, classe moyenne. Exactement, quelle que soit leur situation. Et une forme de lucidité. Et j'ai pas rencontré 50 personnes pour en choisir 10, hein, au sens où j'ai pas eu à creuser pour avoir ce type de lucidité, ce type de discours et de regard. Après, c'est des rencontres que j'ai fait sur plusieurs années, un peu par capillarité, ou quand je me dis, tiens, il faudrait que j'avance sur le livre, j'en parlais un peu autour de moi. Et puis, des gens me parlaient de certaines personnes, je rentrais en contact avec elles, je les entretiens. Ça a été relativement simple, en fait, de trouver un discours et même des histoires. Ce qui n'était pas non plus je ne me dis pas, a priori, je vais aller chercher des récits et des histoires, et encore moins du spectaculaire. Et en fait, chacun a une histoire bien particulière, et avec encore une fois, une lucidité et un regard. Page 8. Oui, oui, je t'en prie. Un problème avec le chat, il ne s'affiche pas sur la vidéo du live. Ah, il faut appuyer, il ne s'affiche. Alors attendez les amis, je vais devoir revenir, mais c'est pas grave. Thomas, je vais te proposer de te lire. Très bien. À voix haute. Tu commences là et puis et tu finis le livre. Je finis quand le problème technique. Je regrette technique, tu vois. Oh la vache, c'est encore punk ici. Et quand je pense qu'il y a une observatrice de 3e qui est là, qu'est-ce qu'elle va penser du monde du travail? Oh là, les gars, le chat, vous l'avez pas mis, qu'est-ce qui se passe? L'argent est juste ou injuste. Il est l'équilibre, le flux, il circule, mais on le thésaurise aussi. L'argent est bloqué. Il y a celui auquel on ne touche pas, au cas où, en cas de coup dur, de côté, sous le coude, à gauche, à droite, caché, placé, oublié. L'argent apparaît parfois avec la mort, il arrive en héritage,
redouté ou inattendu. L'argent qu'on nous prend, qu'on emprunte et qu'on rend, qu'on doit. L'argent, c'est ce qu'on espère, ça structure le mental, les relations sociales, la vision du monde. Il est incontournable. L'argent transforme tout. Il permet d'évaluer, de céder sans donner, de modifier la vie, de créer des reliefs. Il mesure la rareté et l'abondance. L'argent est un défi pour qui veut penser sans l'argent. L'argent rend heureux, rend malheureux, sans que les montants soient forcément en cause. L'argent nous arrange bien. Il permet de ne pas utiliser une autre mesure. Il rassure. L'argent est un maître étalon. L'argent, c'est l'enfance, la famille, la digestion. L'argent n'est pas une fonction primaire de l'organisme, mais presque. L'argent, c'est gênant. Il crée des tensions, des fâcheries, des ruptures définitives. L'argent tue, l'argent provoque l'envie mortelle. L'argent n'a pas toujours à voir avec la consommation. L'argent est une fiction à laquelle tout le monde croit. L'argent est une manière d'avoir la main sur l'autre ou de subir sa pression. L'argent nous permet de juger l'autre. Il en a moins, il en a plus, il en a beaucoup. Il est généreux, il est égoïste, il est comme nous, il est différent, il est inconséquent, il est normal. Il est riche, il est pauvre, il est bête, il est intelligent, il est moralement ceci et psychiquement cela. Bravo. Un livre audio signé Thomas Baumgartner, Un jour, peut-être, oui. Les éditions du Faubourg. Tout démarre par une petite tirelire rouge. Oui, c'est vrai. Raconte-nous ça. En fait, Ta fascination pour le pognon. ouais, elle est énorme. Non, la tirelire, c'est le souvenir d'enfance. C'est le premier rapport en fait à l'argent. Donc, comme je disais, je me suis quand même à la fois par politesse et éthique intégré dans ce livre-là, puisque je vais quand même voir des gens pour parler de leur argent, de combien ils gagnent, etc. Donc, je m'intègre à l'intérieur de ça. Bon, alors, ok, on y va. Mon premier gros salaire s'est élevé à 20 000 francs pour 2 mois de travail. Je n'ai jamais eu une telle impression de richesse. J'ai connu des années à 1 500 euros par mois, 2 à 6 000 par mois. J'ai eu un poste à 4 000 euros par mois. Lors de ma dernière année fiscale en date, j'ai gagné 2 500 euros mensuels. Et pour ce livre, je touche une avance de 2 500 euros brut en droit d'auteur. Est-ce sale de parler de cela? Est-ce un secret dévoilé? Oui. Ça, il fallait vraiment que j'en parle. C'était le minimum. Chaque chapitre commence par un nom, un âge, un lieu, où sont les gens, et combien ils gagnent par mois. C'était ce que je leur demandais. Donc, j'ai considéré qu'il fallait que je le fasse aussi. Et après, de dire aussi d'où je parlais, en quelque sorte. Mais pour revenir à la question initiale, qui était celle de l'enfance, je parle un peu avec chacun de la question de l'enfance. Absolument. Parce que le premier moment, comment dire, la rencontre avec l'argent, avec la notion d'argent, c'est un peu... C'est quand on apprend à peu près le temps et l'argent en même temps. Ça fait partie des repères du réel qu'on intègre petit et on se pose des questions. Les enfants, il y a un âge où les enfants se posent beaucoup de questions autour de l'argent, combien ça coûte. À un moment donné, ils se demandent combien gagnent leurs parents. Enfin, c'est une manière c'est une des premières mesures. C'est combien je mesure, la taille, viens, on fait la taille, bon, ça, il y a ça. Et puis, il y a la question de l'argent. Donc, je trouvais important, parce que c'était aussi un moteur de récit. C'est aussi une manière un starter de discussion. Et alors, le premier souvenir d'argent, qu'est-ce que c'est? Et donc, oui, effectivement, j'ai parlé de cette tirelire que j'avais quand j'étais petit, et aussi de ce que ma sœur et moi, sur la banquette arrière de la voiture, à une époque où tout d'un coup, le loto commençait à faire des méga cagnottes, et tout d'un coup, enfant, on se disait « Ah, qu'est-ce qu'on ferait avec tant de millions de francs ?» Parce qu'il s'agissait de francs, évidemment. Alors, en effet, chaque chapitre s'ouvre avec un nom, un prénom, un revenu et un lieu. Le premier, c'est Boris. Ouais. Boris, c'est un joueur de poker. Alors, il y a toute la partie poker qui est intéressante, mais c'est sa relation à l'argent qui est assez étonnante. Est-ce que tu peux nous le raconter? Et après, je te dirai ce que moi j'ai noté pour voir si... Chapitre. Moi, ce qui m'intéressait, on l'a mis là en premier parce qu'il y a comme un pont avec Jules qui termine le livre. C'est que l'un et l'autre, avec des réponses très différentes pour chacun, voulaient échapper à une forme de système, ce qui leur apparaît comme une norme à fuir, à savoir sortir des études, trouver un boulot, gagner sa vie, contracter des emprunts, le rembourser, et trouver une autre voie. Et Boris, lui, il a choisi le poker en ligne. Donc, moi, tout d'un coup, je disais, je ne cherche pas des histoires, mais tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose qui démarre. Et c'était à la fois ce récit-là qui m'intéressait, et comment et le regard qu'il en a. Parce qu'en fait, au moment où je le rencontre, il est plus ou moins en train d'en sortir de cette mécanique.
Parce qu'il me dit clairement, moi, j'ai choisi d'échapper à une aliénation pour en trouver une autre, parce que je passe 10 à 15 heures par jour devant mon ordinateur. Parce que quand on fait du poker en ligne, il faut être parmi les 10 meilleurs du tournoi, quand il y a 2000 personnes qui jouent, pour un petit peu espérer gagner quelque chose. Donc il entre dans une autre mécanique. Mais il échappe effectivement à un système officiel, ça c'est clair. Voilà, et moi ce qui m'a plu chez lui, c'est l'idée au départ de sortir du salariat, de ne pas marcher dans cette combine-là, mais on comprend qu'en réalité, il devient son propre esclave. Il devient son propre esclave. Bon, il y a une forme d'amertume, tu dis aussi. Oui, il y a une forme d'amertume. Après, c'est toujours la même chose. À partir du moment où on fait parler les gens de quelque chose dont ils parlent peu, ben, je pense que Boris s'est retrouvé en face de moi à faire une sorte de bilan, quoi. Peut-être qu'il le faisait pas, peut-être qu'il l'articulait pas comme ça. Mais là, effectivement, moi, je ressentais ça, le désir d'en sortir. Il raconte que son rapport à l'argent et à ce qu'il considère être comme un système le pousse aussi à... il me dit ça au bout de 2 heures d'entretien. Il me dit ah ben, je vole aussi dans les magasins. Alors, on va y venir. Ça m'a beaucoup plu. Salut les gens, nous dit Albaboun. Le mois le plus prolifique pécuniairement date de 2010. C'était une fin de contrat à 2080 €. Et accessoirement, je me considère privilégié. Alors, les amis, le chat ne s'affiche pas, je crois, sur l'écran, mais nous, on le voit dans la salle. Et merci Alba pour ta déclaration. Voilà, hein, faites votre déclaration les uns et les autres. Alors, alors, si tu veux, on va parler des vols dans les magasins. Il te dit, nous sommes page 25, il y a une chose délicate à aborder. Je vole dans les supermarchés, assez régulièrement, et dans les grands magasins, pour des vêtements, quand j'en ai besoin. Surtout des affaires de qualité qui durent, quitte à en avoir moins. Je ne peux pas toujours me les payer. Le vol dans les magasins apporte une adrénaline comme dans le poker. Je pourrais acheter des produits moins chers et ne pas voler. Mais je ne pense pas que les pauvres doivent manger moins bien que les riches. Et c'est aussi pour ça que je le fais. Je n'ai aucun problème à voler la grande distribution. D'un point de vue éthique, je n'ai aucun scrupule. Je me suis déjà fait attraper. Ça a dû arriver 8 fois sur des milliers de vols. Et enfin, il te dit, je ne sais pas si on peut dire que c'est politique, peut-être philosophique, comme un refus des rapports de force que j'avais vus dans l'entreprise. Alors là, c'est le premier témoignage. Là, on se dit, ah ouais, le bout de chasse, ça va être costaud quand même. Moi, je n'ai pas cherché le propos politique forcément, et surtout, je n'ai pas cherché des profils de gens qui auraient pu en avoir un. Je considère que aller chercher ce type de propos peut l'être. La démarche l'est. Pour aller très vite, je pense que le fait d'avoir une absence de connaissance de l'argent, une absence de discours fait qu'on a une absence de connaissance, oui. Qu'il n'y a pas de discours dessus, y compris en termes d'enseignement. Il y a des gens qui sont très à l'aise, qui savent entre guillemets faire de l'argent, mais c'est une culture qui est souvent familiale, en tout cas qui se transmet pas du tout de manière classique. On le rappelle, les riches sont souvent riches par héritage. Hein. Oui, bah c'est ce qu'on dit, la première manière de devenir riche aujourd'hui, c'est par l'héritage. Donc, et on hérite aussi d'un rapport à l'argent. On hérite aussi du fait d'être à l'aise par rapport à ça. Et évidemment, quand on en a, c'est quand même plus simple d'être à l'aise par rapport aux questions d'argent. Donc, j'ai pas voulu que ce soit un livre frontalement politique. Clairement, je suis allé voir les gens. Je dis à un moment donné, volontairement, ma question de départ, elle est naïve. Et si on parlait d'argent? Et j'ai voulu garder cet axe-là, ce mode de questionnement. Moi, quand j'ai rencontré les différentes personnes que j'ai rencontrées, la première question que je leur pose, c'est est-ce que ça vous paraît incongru de parler d'argent? C'est la question la plus ouverte qui soit. Et après, je vois ce qui se passe derrière. Quand je parlais de lucidité chez les uns, chez les autres, chez tout le monde, hein, je considère que cette lucidité, elle est politique. Et il n'y a pas un usage forcément politique, il n'y a pas forcément un discours politique, mais le simple fait que eux me montrent qu'ils ont cette lucidité, je considère qu'il y a quelque chose de politique dedans. Mais je pense que c'était sur ce livre-là, en tout cas, plus efficace d'avoir ce regard naïf pour voir exactement ce qui pouvait arriver. Après, il y a des propos qui le sont clairement politiques. Et je parlais de Jules à la fin, qui est quelqu'un qui
a choisi à un moment donné de partir, d'acheter un camion, une petite camionnette, de faire le tour de la France pour aller voir d'autres manières de vivre, d'autres relations économico-socialo, etc. ensemble, comment on vit ensemble différemment. Donc il allait voir des communautés, d'autres endroits, et puis il s'est fixé dans la ville de Die. Avec lui, on parle de gratuité, de magasins à prix libre, et il y a une vraie discussion là-dessus, et j'avais envie de terminer, là peut-être il y a quelque chose de politique, j'avais envie de terminer le livre par lui parce que je voulais terminer par un mouvement qui était de l'ordre de l'utopie ou tout simplement de la recherche sociale pratique. Mais l'intégralité du livre, c'est vraiment et avant tout des face-à-face pour réfléchir ensemble. BM1018 nous dit « Dans ma famille, nous avons toujours été le plus à l'aise avec l'argent. On n'en avait pas. » Il y a quelques témoignages dans ton livre qui reviennent un peu à la même chose. Alors, être à l'aise parce qu'on n'en avait pas, moi j'ai rencontré Charlotte qui était une rencontre extrêmement forte et qui démarre en disant ce que tu disais tout à l'heure, quand on est pauvre, ce qui est pénible, c'est la bienveillance des gens. C'est la bienveillance des gens parce que c'est la suite, parce qu'évidemment c'est paradoxal comme regarde, réflexion. Tu vois, tu parles de Charlotte, ouais. Tu dis que c'est un des plus forts, et ben regarde moi ce que j'ai écrit à la main, un des plus forts témoignages, Charlotte, 42 ans, 1880 € par mois, Metz. Ouais, 1880 € par mois, alors c'est ça, il y a des paradoxes, c'est qu'au moment où je la rencontre, elle commence un CDD. Donc elle commence à sortir d'années de RSA. De DESH, absolu. Et elle est par ailleurs mère célibataire de 2 enfants, donc ça c'est une question qui est par ailleurs traitée, qui heureusement commence à être traitée à la fois comme un sujet dans des livres et un peu plus politiquement que ça n'était. Moi, quand je vais la voir, ça fait partie de son décor. Et évidemment, quand elle me dit qu'elle a été pauvre, c'est pas ces 1880 € par mois, bien sûr. c'est ces années de RSA. Ce qui était frappant, c'est que comme elle a un regard politique, elle est engagée politiquement, elle a un regard politique sur son propre cas et une grande lucidité. Et elle fait l'historique un peu de ces années de galère qui commencent très tôt. Et donc cette histoire de dire l'embêtant, c'est la bienveillance des gens, c'est surtout la bienveillance pour dire on a compris, on sait que t'es pauvre, n'en parle pas trop parce que ça gêne, etc. Et c'est ça qui l'embête. Et résultat, comme on lui a demandé de ne pas en parler trop, elle en parle extrêmement bien quand on va la voir. Donc quand on lui demande d'en parler. Alors d'ailleurs à propos d'en parler extrêmement bien, tu nous révèles qu'elle dit endetté, quand elle dit endetté, elle prononce d'abord entêté. Oui. Qui est quand même un sacré truc. Alors tu dis qu'elle a été engagée militante. En fait, elle se retrouve au Parti Socialiste en 2012 et elle a cette phrase quand j'étais au RSA, je venais au Conseil national, donc j'imagine à Paris, parce que c'était le Parti Socialiste qui payait mon aller-retour. Je pouvais vivre très chichement avec mes enfants à la maison et être membre du Conseil national. Oui, elle dit, alors est-ce que c'est une des raisons? Elle explique en tout cas que si elle avait été membre d'un parti plus petit avec moins de moyens, en fait, elle n'aurait pas pu aller au bout de l'engagement qu'elle souhaitait. Il y a un truc qui est vrai, c'est qu'à travers son témoignage, mais d'autres, et puis dans des expériences qu'on a pu tous croiser, c'est que la pauvreté donne une forme d'expertise, une expertise du quotidien. Il y a un tel besoin, une telle nécessité d'optimiser son temps et son argent que c'est une forme de charge mentale, mais c'est aussi une forme d'expertise de constamment au quotidien chercher le moyen de s'en sortir. Là, c'est dans des travaux qui n'ont rien à voir avec ce livre-là, mais que j'ai pu faire moi sur des productions sonores, d'aller chercher l'expertise sur comment on chauffe au mieux, comment on ne meurt pas de froid tout en finissant pas constamment dans le rouge. Il y a des trucs et astuces, et c'est affreux de dire ça comme ça, mais le quotidien, c'est vraiment ça. Et en fait, cette réalité de la pauvreté, on n'en parle quasiment jamais. Le regard sur la pauvreté, il passe jamais par ce genre de tournure, de manière de voir qui est absolument réelle. Charlotte, dans sa manière de dire, elle nous démontre l'expertise absolue de la consommation, par exemple. Évidemment, il y a des choses qu'on ne se pose pas de questions sur certaines choses quand on gagne 2000 € ou 2500 € versus quand on en gagne 500. Et cette expertise, voilà, elle l'articule de manière à la fois étonnante et parfaite. Ce qui lui permet, alors, les témoignages sont construits sous forme de verbatim, hein, finalement, c'est-à-dire qu'il y a une introduction de toi qui est en italique, et puis ensuite, il y a le verbatim la parole, et elle a cette phrase, page 70, « Ma pauvreté, j'en fais un sujet politique », tu viens de le rappeler, « pour moi, en plus, en étant engagé au PS, j'en fais un vrai argument. » Et là, elle a cette phrase, « À un moment,
On a oublié de sauver les pauvres, on a préféré sauver le système. Là, tu te dis, putain, elle devrait être éditorialiste à BFM, ça leur ferait du bien. Elle serait parfaite, ouais, je suis d'accord. D'avoir des gens qui ont comme ça ce regard laser sur leur propre situation et qui arrivent à, en l'occurrence, j'allais dire monter en généralité, d'en avoir un propos politique tout simplement. Mais là, l'articulation, elle est extrêmement fine entre son cas et son propos politique. Mais le propos politique a d'autant plus de poids. Alors, Charlotte, elle a été longtemps au RSA. Il se trouve que Boris aussi, Boris était donc le joueur de poker dont on a parlé. Le RSA revient assez souvent dans ton livre. Parfois, je donnerai l'exemple de Khadija. Je crois que c'est Khadija qui a du mal avec ce système-là, les femmes de ménage. Mais Boris, lui, j'ai trouvé ça très intéressant. Il dit, à la bonne époque, quand la variance, je crois que c'est ça, était plutôt bonne pour lui, c'est-à-dire la variance, c'est quand tu as moins de chance et ça varie vers le bas, quoi, voilà, ou le haut. Bon. J'ai pu gagner 10 à 15 000 balles euros quand j'ai eu des bons résultats sur un tournoi. Mais si je vais lisser sur toutes les années, je suis entre 1000 et 1500 euros pour les mois où j'ai travaillé. Donc on parle de Boris, le joueur de poker. J'ai vécu assez chichement. J'ai appris à vivre avec peu d'argent. Et il y a de nombreuses années où j'ai continué à percevoir un RSA. C'était une sécurité dont j'avais parfois besoin. Si le poker ne marchait pas, ça me tirait bien d'affaire. Et là, il y a cette phrase, et j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus, parce que je trouve que le RSA, c'est le fantôme qui traverse ton livre. Aux yeux de certains, dont des amis, il y avait une forme d'indécence à être au RSA dans ma situation. Le RSA, à chaque fois qu'il apparaît dans le livre, il y a une gêne. Il pose problème aux bénéficiaires, aux proches, au regard des voisins. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ton regard, je ne l'avais pas vu comme ça. La question morale, elle est transversale, ça c'est sûr. Est-ce qu'on mérite ce qu'on gagne? Est-ce qu'on considère que je mérite ce que je gagne? Si je gagne plus que l'autre, comment on va me regarder? Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est totalement transversal dans ce livre-là. Et qui est une question centrale. Pourquoi on ne parle pas d'argent? Parce que le regard de l'autre, parce que mon regard à moi sur l'autre, etc. Donc ça reste assez transversal. La question du RSA, c'est le fameux truc de... Est-ce que c'est l'inverse de la question de l'assister, en fait. C'est de se dire... moi, il y a un truc sur lequel, pendant un temps, j'avais un peu travaillé, qui était le revenu minimum de base. D'ailleurs, on en parle à un moment donné dans le livre, qui était une proposition, alors, je ne sais plus si c'est sous ce nom-là, mais de Benoît Hamon, quand il s'est présenté à la présidentielle. Et moi, je me rappelais très bien que cette proposition, qui était fondée économiquement, il y a des penseurs de ça, du revenu minimum de base, du revenu universel, à gauche et chez les libéraux. Alors, l'approche est totalement différente, mais... En tout cas, il y a un objet qui peut être débattu, qui n'est pas hors jeu. Or, moi j'avais le souvenir, quand on parlait de cette chose-là pendant la campagne, d'avoir entendu des témoignages de gens qui auraient été les premiers concernés par le changement de vie possible, par ces revenus minimum de base, pour le dire vite, les plus pauvres. Alors, c'est pas tous les plus pauvres, mais certains des plus pauvres en parlaient comme d'un truc impossible. Ah ben non, on ne peut pas donner de l'argent à tout le monde, pareil, c'est pas possible, c'est impossible. Comme s'il y avait une forme de doxa, alors même encore une fois que c'est un sujet économique qui peut totalement être débattu, qui n'est pas hors jeu intellectuellement, de dire c'est impossible. Comme si on avait intégré une sorte de rigueur, de rigueur économique partagée, non discutable, et ça m'avait frappé. Ça fait partie sans doute des éléments qui ont été un des moteurs initiaux du livre, c'est de se dire voilà, comment ça se fait qu'on ne peut pas librement, sans ressortir des sortes de lois auto-justifiées qu'on s'est appropriées malgré nous, comment ça se fait qu'on ne peut pas en discuter? Ça, c'est quelque chose que je trouve fort. Et à mon avis, ce que tu as pu ressentir sur la question du RSA, c'est un peu le même ressort. C'est de se dire, moi-même qui en bénéficie, je parle à la place de certains des témoins, comment se fait-il que je ressente une sorte de gêne par rapport à ça? Mais ça fait partie de cette doxa intégrée. Alors Sorcière te reprend à la volée. Le revenu universel de Hamon est une solution libérale qui n'a rien à voir avec le salaire à vie de Friot.
Oui, je ne suis pas en train de défendre la position de Hamon. Je dis que c'était un sujet qui a été mis sur la table. Et c'est exactement ce que je disais. Il y a le revenu minimum de base, salaire universel, salaire de vie. Il y a effectivement une multitude d'approches par rapport à cette question. Parce qu'effectivement, certains proposent un salaire minimum de base, un revenu universel, mais en proposant de supprimer toutes les aides sociales par ailleurs. Donc il y a des discussions qui sont effectivement, on ne parle pas du même objet, mais on parle d'une même logique, malgré tout. Je te laisse présenter Khadija. Khadija, Ouais. femme de ménage, 66 ans. Attends, je vais essayer de la retrouver. Voilà. 500 € par mois à Saint-Denis. Après, je vais citer un passage de Khadija. Alors Khadija, je l'ai rencontrée chez elle, elle m'avait proposé de venir chez elle. Et elle était même aide à la personne. Quand j'ai rencontré, elle était à 2 doigts de la retraite. Et j'ai rencontré il y a longtemps. Et ça fait partie des premières personnes que j'ai rencontrées. Et là encore, regard laser, lucidité, j'ai trouvé ça magnifique. C'est-à-dire qu'elle a travaillé, pendant de nombreuses années chez les grandes familles, aristos et grands bourgeois, du 7e arrondissement. Elle parle de la rue Claire, dans le 7e arrondissement de Paris, qui est vraiment une sorte d'enclave, hein, de très haute bourgeoisie. J'ai même été obligé d'aller sur Google Maps, je ne connaissais pas cette rue, dont elle parle très bien, Ouais, enfin, elle parle très des bien. habitants. Voilà. Elle parle des habitants, et évidemment, elle est au cœur des familles, parce qu'elle s'occupe des plus âgés, des nonagénaires, des grands-parents, arrière-grands-parents, et elle fait partie de la famille. Et en fait, elle en parle avec à la fois du respect et de la lucidité. Il n'y a pas de violence dans le propos du tout. Elle dit qu'elle a parfois cumulé 2 boulots dans les mêmes quartiers avec différentes familles. Et moi, ce qui m'a marqué aussi, c'est des familles où il y avait plusieurs personnes au service de la famille. Et donc, c'est le relationnel entre elle et certaines autres aides dans la famille, éventuellement d'autres domestiques. C'est très dur. Enfin, elle raconte qu'elle se fait virer à cause d'une de ses collègues un jour. Enfin voilà, ça c'est une réalité. Par contre, elle a beaucoup de tendresse aussi pour les gens pour qui elle a travaillé et du respect. Et cette manière comment dire, il y a forcément une violence sociale qui s'exprime là-dedans. Mais c'est pas qu'elle l'accepte, c'est que d'une certaine manière, elle est avec eux. C'est ce qu'elle dit. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, mais en même temps, d'une pertinence et d'une clarté sur le rapport de classe qui est totalement lucide. Et alors, elle a quand même ce passage, nous sommes page 40, nous, c'est elle qui parle. Nous, on a cherché du travail quand on était jeunes. Je ne me suis jamais arrêté. Donc on voit qu'effectivement, elle a bossé comme... Oui, oui. Donc tu n'as pas dit, mais elle habite en Seine-Saint-Denis. Oui, si, tu l'as dit? Ah, excuse-moi. Tu l'as dit. Ah, moi, je l'ai dit. Bon, Seine-Saint-Denis style. Et donc, pour aller de Seine-Saint-Denis au 16e arrondissement, il y a un petit peu de trajet. Enfin, Ouais. voilà, c'est pas une vie facile. Mais elle en est fière. Nous, on a cherché du travail quand on était jeunes. Je ne me suis jamais arrêté. Dans le voisinage, je vois des jeunes, donc là elle parle d'aujourd'hui et on est chez elle. Dans le voisinage, je vois des jeunes qui restent là sans rien faire. Il faut travailler, mais il n'y a pas beaucoup d'emplois. C'est la France qui leur donne le RSA. Et avec ça, ils ont de quoi fumer. Ils restent chez les parents, qui travaillent toute la journée, ils ne payent pas de loyer, pas de facture, ils ont l'argent dans leur poche. Pourquoi chercheraient-ils un métier? Le RSA, il faudrait plutôt le donner aux personnes âgées, aux personnes malades. Alors là, puisque c'est elle, dans sa condition, qui prononce ce discours, évidemment, c'est pas comme M. Sarkozy. Là, on écoute, tu vois. T'as pas eu envie de creuser un peu ça? Je l'ai pas fait, effectivement. Ça m'a pas complètement étonné. Je le comprends au sens où elle a eu un parcours de vie qui est admirable. Elle s'en est sortie, comme tu dis, et je peux comprendre qu'elle se dise, mais moi j'ai tellement eu à me battre pour gagner ma vie. Pourquoi les autres, pourquoi ceux qui ont plus de chance que moi se donnent pas cette énergie-là pour aller encore plus loin? Il y a une histoire de progrès aussi, ça je peux comprendre. Les pauvres ne sont pas les plus tendres avec les pauvres, ça c'est connu. Et c'est même un ressort connu aussi par ceux qui peuvent les dominer. Donc
Le prolétariat et le lumpenprolétariat. Mais l'histoire de la fierté du travail, par exemple, évidemment, c'est constitutif d'une classe. C'est nécessaire, c'est une identité. De montrer qu'on sait faire, qu'on fait mieux, qu'on s'en sort. C'est humainement, psychiquement indispensable. Mais dans le livre précédent que j'avais fait, qui était plus sur la paresse, sur le ne rien faire. Oui, on se demande quand même. Le mec, il fait un livre sur la paresse et après sur le pognon. Oui, ouais. Non, mais... À la fin, ça change le allongez-vous. sommeil. Allongez-vous. Non, mais bien sûr qu'il y a un lien entre les deux, on pourra en parler, ça, sans aucun problème. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai lu Paul Lafargue à ce moment-là, sur le droit à la paresse, qui est un livre extrêmement violent en réalité, mais extrêmement violent contre les machines, mais aussi contre la classe ouvrière. Parce qu'il constatait que la classe ouvrière était fière de montrer qu'il savait faire mieux que les machines. Il dit, mais vous êtes complètement fou, vous êtes tombé dans le piège. C'est une course à la productivité. Vous vous épuisez encore plus au travail alors qu'il y a les machines qui sont là pour faire à votre place. Ce paradoxe, ce rapport paradoxal au travail, à la fierté de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qui est encore une fois totalement compréhensible. On est un peu là dans cette réflexion. Elle pourrait dire, tant mieux, les gamins là, ils n'ont pas à se crever au boulot comme moi j'ai dû le faire. Ben non, comme elle a réussi, je pense il faut maintenir, et elle a raison, il y a une fierté à avoir. Elle dit en fait aux gamins qu'elle voit, rendez-vous fiers aussi. Je pense que c'est cet ordre-là. Et alors ça passe par le fait de dire on ne devrait pas leur donner le RSA. Bah, il y a un raccourci qui est effectivement malheureux. Le Medbel te propose le titre de ton prochain livre, L'argent en dormant. Ouais, j'allais dire ça. Et moi, je te conseillerais, pour que ce soit un best-seller, comment gagner de l'argent en dormant. Ça, à mon avis... Bon, les premiers mots du livre ici, c'est quand même dire c'est pas un livre de conseils de placement. Oui, on a compris. Alors, tout d'un coup, on arrive et déboule un truc. En gros, je vais le mettre ici, en gros. Est-ce que vous êtes tolérant avec les gens qui vous ont menti? Ce n'est pas des mensonges, le business c'est beaucoup de bluff. Si je veux acheter votre voiture pour me la vendre cher, vous allez me dire que vous n'avez pas envie de la vendre. C'est du bluff, pas du mensonge. Tout le business c'est du bluff. Les gamins qui veulent aujourd'hui que je finance leur start-up, leurs business plans sont toujours beaucoup plus beaux que ce qu'ils font. Ça fait partie du jeu. Franchement, dans le business, c'est usuel. Oh, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Baumgartner? Et puis, il y a une petite note qui nous explique de quoi il s'agit. De quoi il s'agit? Quand on est sur son téléphone, sur Instagram, sur YouTube, ailleurs, on se retrouve souvent à avoir ce qu'on appelle les shorts ou les reels. Et donc, ce sont des vidéos qui arrivent dans notre fil, qui durent parfois très peu de temps, quelques secondes. Et je me rappelle très bien, la première fois que j'ai compris ce que c'était, je me dis, mais ce truc, on n'en connaît pas le contexte, on ne sait pas qui parle, on ne sait pas combien de temps ça dure, ça démarre sans introduction, même parfois au milieu d'une phrase, ça se termine aussi au milieu d'une phrase, ça déboule et on passe à la suite. Donc ce truc hyper addictif de ces vidéos qui nous tombent dessus. Quand je travaillais sur l'argent, parmi les sujets, l'algorithme faisant bien son travail, je tombais beaucoup, ce qui m'arrivait, c'était beaucoup de vidéos, de reels, de shorts sur l'argent. Et je me suis dit, c'est marrant, mon point de vue, c'est-à-dire qu'on ne parle jamais d'argent. Bah si, on parle d'argent. On parle d'argent, mais ce qui nous tombe dans ce fil-là, dans ces shorts et ces reels, c'est des millions, des centaines de millions, des milliards, ou des propos à l'emporte-pièce comme celui que tu viens de lire. Il n'y a pas de contexte, on ne sait pas qui parle, etc. Donc on nous parle de sommes énormes. Et je me dis, oui, on parle d'argent. En fait, on parle comme ça d'argent. Ce qui s'imprime un peu dans nos cerveaux, c'est ce type de propos totalement en dehors du quotidien et de notre réel à nous, mais sans nous donner des références, donne un peu le fond de sauce de l'époque par rapport à la question de l'argent. Et donc, pour avoir ce fond de sauce, je me suis dit, je vais l'intégrer comme les shorts, comme les reels, au milieu de ces entretiens qui sont des entretiens au long cours, que je souhaite aller dans le détail, en nuances. Donc le contraire des shorts et des reels, je vais intégrer des verbatims de ces trucs-là, à la fois pour créer du rythme dans la lecture, parce que c'est vraiment de l'ultra court, de l'ultra condensé, et puis encore une fois du sans contexte, sans racines, etc. Et contrebalancer, et puis montrer encore une fois ce qu'on peut éventuellement avoir imprimé de manière plus ou moins subliminale en nous par rapport à cette question de l'argent. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Mais là, tu parles du fond de sauce, mais tu es quelqu'un
qui est toujours très intéressé par la forme. Ouais. Donc là, je voudrais rester un tout petit peu sur la forme. Est-ce que quand tu écris un livre, tu ne le fais pas aussi d'une certaine façon pour suspendre un peu le temps, pour dire ça suffit la fournaise dans laquelle nous sommes tous? Est-ce que déjà il y a cette idée-là? La réponse est oui, mais par rapport à moi-même d'ailleurs. Par rapport à toi-même. Ouais. Je te pose la question parce que regarde, ici, je fais la même chose. Il y a un entretien en long cours, mais il y a des interactions dans le chat, etc. J'estime que c'est très difficile aujourd'hui de raconter quelque chose sans prendre en compte cette idée, effectivement, de moments fulgurants qui arrivent, d'interjection, de sollicitation, même si c'est épuisant finalement, mais je trouve que c'est intéressant en termes de forme. Est-ce que tu es satisfait d'avoir trouvé cette forme-là dans le bouquin? Est-ce que tes lecteurs, tes lectrices, quand tu fais des débats, des rencontres, est-ce que ces gens-là t'en parlent? Ton éditrice en a parlé ou... Ça a d'abord été une question avec Sophie Caillat, l'éditrice, aux éditions du Faubourg, de se dire est-ce que c'est signifiant? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que ça va marcher? Il y a une part de pari. Moi, j'étais tellement content d'avoir trouvé cette idée-là et qu'elle existe sur le papier. J'ai aucun recul sur son efficacité. Mais je parlais du rythme, puisqu'on parle de forme. Je pense qu'effectivement, ça contribue à donner du rythme. Et aussi, ça contribue à rester un peu en alerte dans la lecture, parce que je donne pas les... Alors, des fois, je n'ai pas les sources, je ne sais pas qui parle, et je n'ai pas cherché à les donner, je n'ai pas cherché à les retrouver. Donc... ça, c'est ton côté paresseux. Mais non, mais je veux dire que c'est ça, tout le livre, évidemment, ça fait partie de ma démarche, c'est d'essayer de trouver du sens. Là, tout d'un coup, il y a des trucs qui n'en ont pas, en fait. Et c'est comme une sorte de suspension au milieu de la lecture. Donc ça, là-dessus, je suis assez content que ça existe sur le papier. Ouais. Qui n'en ont pas et puis qui en ont. Je vais lire ce passage, nous sommes page 59, c'est un extrait. Est-ce qu'il est intégral, l'extrait? Non, pas forcément. Si, c'est intégral. Alors là, il est intégral et on reste sur sa fin, mais ça fait quelque chose à l'esprit. Combien vous touchez sur TF1 par mois? Oh, je ne sais pas, dans les 150 000 euros. Quoi? Par mois? Oui. Par mois? Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous touchiez 150 000 euros par mois. Bon, là, on ne sait pas de qui, enfin, qui parle, etc. Mais je peux le dire, hein, parce que ça se voyait. Ah oui? C'est Cyril Hanouna qui parle avec Bernard Montiel. C'est un extrait de Touche pas à mon poste, qui tombe en Reels comme ça. D'accord. Et donc, qui gagne 150 000 Bernard Montiel. Putain. Enfin, là ou l'autre, de toute façon, c'est une escroquerie. Mais... Présumé. Pas de diffamation. Présumé. Mais je reste sur la forme. Oui, bien sûr. Et alors, à la fois, je trouve ça super efficace. Je m'interroge, c'est pas une critique. Je trouve ça super efficace et tout d'un coup, je me dis, mais merde, est-ce qu'on n'est pas en train de céder à l'ère du temps? Est-ce qu'on ne devrait pas résister plus? Est-ce que c'est pas une façon d'abdiquer, de dire ok, finalement la spontanéité, comme dit, parce qu'en plus c'est pas de la spontanéité en réalité. C'est-à-dire que non, c'est des algorithmes. Tu vois, en réalité ça. Bien sûr. Voilà. Moi, je continue. Alors, ça finit par devenir une sorte de ligne de crête, mais je continue à penser que les outils qui sont les nôtres et que parfois, dont l'expression nous est imposée parfois, doit être réapproprié par nous pour en faire des formes artistiques au sens très très large. Dans les premiers temps où j'ai eu Twitter, moi, j'en ai fait, j'ai voulu faire des petites expériences littéraires, et il y en a plein qui ont fait ça, et notamment la contrainte des 140 signes à l'époque permettait de se dire, ok, il y a cette contrainte-là qui nous permet, qui est aussi une sorte de moteur de création. Je ne dis pas que Twitter et encore moins X deviennent des... Mais en tout cas, on doit pouvoir... C'est une manière quand même de garder un peu la main, de les détourner aussi un peu, ces outils-là. Et donc moi, quand je vais sortir un Reels pour le mettre sur le papier et qui est infiniment moins algorithmé et infiniment moins violent que ce qu'on peut subir sur nos smartphones, moi je considère que je détourne aussi ce truc qui, moi, m'a choqué quand j'ai compris ce que c'était. En âge numérique, ça doit faire 2 ans, ce qui est énorme, mais en réalité, c'est quand même des choses pas si vieilles que ça. Mais j'en ai même parlé à des copains, c'est-à-dire ce truc qui nous arrive et qu'on ne comprend pas et qui, en plus, effectivement, comme ce n'est pas du hasard, quelle est l'idéologie
qu'on nous plus ou moins maîtrisé qui nous arrive. Là, j'ai l'impression de dire au moins j'ai cette lucidité et je l'intègre. Et encore une fois, pour moi, le point de départ, c'est une réflexion de forme, de la même manière que d'aller chercher des mots qui n'existent, qui sont cachés, qui sont tabous, qui ne sont pas dits. C'était aussi une réflexion d'abord de forme et qui ensuite est devenue ce livre. Alors, tu dis c'est pas violent. Bah si, ce que je viens de dire, c'est extrêmement violent parce que je ne sais plus de quel témoignage on sort, mais qu'importe si c'est pas le précédent, c'est celui d'avant, où on parle d'une extrême pauvreté. Hein. D'ailleurs, tu redonnes les chiffres de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. Enfin, c'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. C'est énorme, oui, bien sûr. On est à 9 millions. Oui, c'est ça. C'est énorme. C'était le chiffre de 2021 que j'avais, mais voilà, ça n'est pas amélioré. 20 millions et ça ne fait que s'aggraver. Donc ce Reels, ce truc qui apparaît, en fait, il est extrêmement violent parce que tout d'un coup, c'est des gens qui étalent leur richesse. Oui, mais à la limite, j'en rends compte de cette violence en faisant exactement, c'est ce que je veux dire. Ah oui, et de ce point de vue-là, tu la retournes. Je veux dire, tu retournes Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Alors, tu parlais de forme artistique. Il y a justement Twisted qui te demande le contexte des entretiens a-t-il eu un impact sur la forme, votre narration? Le contexte sur la forme, par exemple, quand je vais voir Khadija chez elle, je décris un peu l'endroit. Et comme je n'ai pas vu tout le monde chez soi, je ne peux pas toujours décrire l'endroit. Donc ça a une conséquence effectivement peut-être sur la mise en contexte. Mais sinon, dans la mesure où parce que ce que je fais le plus souvent, c'est des entretiens enregistrés, je fais du son. Donc il y a une sorte, comme ce matin, il y a une sorte d'enjeu, le fait qu'il y ait un enregistrement, il peut y avoir une tension. Le fait de ne pas enregistrer, ce que je fais plus rarement, mais ça devenait des conversations quand même assez détendues. À partir du moment où les gens avaient accepté qu'on discute, il n'y avait pas de tension particulière. Et donc je pense que les gens étaient relativement à l'aise. Voilà. Moi, l'approche que j'avais, c'était que j'envoyais d'abord une petite note par mail ou on se parle au téléphone, mais j'envoyais une petite note qui résumait un peu la démarche, qui donnait un peu l'état d'esprit, notamment, encore une fois, à la fois la naïveté, la bienveillance de la démarche. Ce qui faisait que, quel que soit ça arrivait que je fasse des entretiens, ça arrivait une fois que je faisais un entretien dans un café, il est aussi détendu que les autres, même si ce n'est pas un lieu forcément familier de la personne que je rencontre. Donc, non, je ne crois pas que le contexte des entretiens ait eu des conséquences sur la forme elle-même. Quoi qu'il en soit, j'ai d'emblée pas souhaité que ce soit une interview retranscrite. J'ai retravaillé, c'est là où il y a une question sur la forme, c'est que j'ai essayé de désoraliser, parce que quand c'est vraiment totalement oral, quand on passe à l'écrit, il faut vraiment retravailler beaucoup. Donc, j'ai retravaillé dans ce sens-là, et dans le sens d'en faire un monologue cohérent, qui est sa logique. Donc ça pouvait impliquer un peu de montage, de remontage, et c'est pour ça que j'aurais proposé aussi de relire à chacun son monologue. Alors BM1018, qui est l'avocat de Bernard Montiel, donc, nous dit attention, je crois que c'était 150 000 francs, pas euros. Non, honnêtement, je crois que je vais essayer de retrouver ça, mais je crois que j'ai retranscrit. Alors, de toute façon, dans les deux cas, c'est quand même énorme. Mais justement, j'ai rebondi sur cette merci Uriel qui nous donne la définition. Une personne vivant seule est considérée comme pauvre en France quand ses revenus mensuels sont inférieurs à 811, 1014 ou 1216 euros donnés 2022 selon l'INSEE, selon que l'on utilise le seuil de pauvreté fixé à 40, 50 ou 60% du niveau de vie médian. Voilà. Alors justement, je voulais rebondir sur cette question, mais moi je pense que c'était en euros, parce que justement, tu parles aussi de ça, et je le disais tout à l'heure, avant chaque portrait, il y a une introduction de toi, où tu parles soit de toi, soit de ton enfance, soit du personnage, enfin de la personne que tu as rencontrée. Et là, page 102, tu nous parles justement des différents mots qu'on peut donner à l'argent. Celles et ceux qui parlaient de briques faisaient partie du même club. Alors attends, les médias préféraient parfois parler de millions de centimes. Alors ça, c'était à propos du nouveau franc 1960 et de l'ancien franc. Les médias préféraient parler parfois de millions de centimes plutôt que de dizaines de milliers de francs, parce que les auditeurs et
les lecteurs se les représentaient mieux, et aussi parce que la formule était sans doute plus frappante. Celles et ceux qui parlaient de briques faisaient partie du même club, qui pouvaient aussi bien désigner les plaques, les sacs, les patates, autant d'unités qui résonnent encore et équivalaient chacune à 10 000 nouveaux francs ou à 1 million d'anciens francs. Le passage à l'euro, c'est pour ça que je rebondis, le passage à l'euro, voilà, regardez, Eurial donne raison à notre invité peut rester. Merci, Ouais, je vois que tu respires là. Putain. Non, mais je me dis, oui, c'est toujours possible de se dire qu'est-ce que j'ai laissé passer. Non, parce que Merci, Eurial. ouais. C'est le premier faux message d'Eurial dans l'histoire de Poste. Je crois qu'elle t'apprécie beaucoup, donc elle a créé une page sur Public Sénat, un peu moins que 150 000 €, l'incroyable salaire de Bernard Mondial dévoilé en direct dans TPMP. Voilà. Et donc, revenons. On a des bons débats, oui. Revenons aux choses sérieuses quand même. Le passage à l'euro, obligeant à un calcul autrement plus complexe, à tourner plus clairement la page dans la langue quotidienne de l'argent, même les balles, 10 balles, 100 balles, ont mis un peu de temps à s'installer à nouveau. Ils ont mis beaucoup de temps en fait. Oui, parce qu'on a mis un certain temps aussi à switcher dans nos têtes. Je pense que ça a dû correspondre au moment où les gens ne calculaient plus en francs, en quelque sorte, ne traduisaient plus l'euro en francs. Donc on a commencé à s'autoriser à dire 10 balles pour 10 €. Et ça, par exemple, dans tes entretiens avec dans tes rencontres, Ouais. la question de nommer l'argent, Non, je suis pas. Non, c'est vrai, j'ai pas questionné ça. Quels sont les mots de l'argent? J'ai préféré voir ce qui était naturel chez eux, dans la manière, dans les discussions qu'on pouvait avoir. Mais la question du vocabulaire au sens strict, non, j'ai pas été dans ce sens-là. Mais moi, par contre, ça m'a permis de réfléchir à ça, parce que quand j'étais même pas enfant, ou ado, on continuait à parler de millions de centimes. Là, bon, ça a complètement disparu. L'euro a balayé ça. Salut à toi, jeune entrepreneur. Alors, si aujourd'hui je me permets de te contacter, c'est pour une raison très simple. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses? Alors, est-ce que tu veux en faire partie? Il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours, ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme? Moi, je pense, la question, elle est vite répondue. Là, on est dans une forme de parodie connue, mais qui est donc tombée aussi dans mon fil de shorts et de reels, autour de cette caricature de l'entrepreneur. En fait, derrière ça, et je pense que si je faisais le livre, parce que je l'ai terminé au mois d'août, mais si j'écrivais maintenant, si je terminais maintenant, il y a la question de tout le bullshit vocabulaire autour du business et de la start-up qui, j'en mettrai une couche là-dessus. C'est quelque chose pour moi, ça fait partie du brouillard par rapport à la question de l'argent, ce genre de propos. Aujourd'hui, c'est quand même très très facile de trouver une sorte de discours de vulgaire caricatural par rapport à ça. Ouais, sauf que l'essentiel de mon activité depuis 5 ans, c'est d'être entrepreneur. Jamais le vocabulaire qu'on entend, je ne saurais même pas le répéter, voilà, mais c'est cette manière J'ai vu il n'y a pas longtemps une parodie je ne sais même pas si c'est une parodie, je crois que c'est vrai, de quelqu'un qui organisait sa vie de famille comme en entreprise et qui organisait des réunions, qui s'organisait à travers des outils de coordination, etc., qu'on peut trouver en entreprise. Et je pense que cette manière de parler du business et une autre forme de brouillard par rapport à comment... Enfin, je pense qu'il y a une manière totalement plus simple, plus saine et aussi plus cohérente de parler d'une activité d'entrepreneur. Et je connais plein d'entrepreneurs qui ne sont pas cette caricature-là, et y compris aussi sur les revendications qui peuvent être celles d'une corporation qui est quand même très large. Pour être clair, voilà, ça m'est arrivé de discuter avec des camarades entrepreneurs qui sont aussi en train de se dire moi ça me dérange pas de payer plus d'impôts, moi ça me dérange... Enfin, c'est une autre caricature que je suis en train de délivrer parce que j'ai pas dû vous préparer ce point-là, mais encore une fois c'est une question de mots et de représentation. Les mots permettent une représentation du monde, et si on avait un vocabulaire plus simple et moins caricatural pour parler de la question de l'entreprise, je pense que ça permettrait d'être sur une plateforme un peu commune entre ceux qui dirigent l'entreprise et ceux qui travaillent dans l'entreprise. Je répondais à des questions l'autre jour, à des questions de quelqu'un d'autre. BFM Business, donc. Non, ce sera pour plus tard. Non, c'est Thomas Rozek, donc sur Binge Audio, on parlait un peu de ça, donc dans Programme B. Et qui est un excellent podcast. Excellent podcast. Et
Et en discutant comme ça, et je n'avais pas préparé ça, mais j'ai compris qu'une des choses qui existent dans ce livre-là, une des conclusions, c'est que parler d'argent, c'est aussi demander plus de transparence, tout simplement. Alors, on craint la transparence souvent dans ce livre-là, parce qu'on se dit quel est le regard de l'autre sur ce que je vais gagner, sur ma manière de faire avec l'argent. Mais s'il y avait plus de transparence à l'intérieur de l'entreprise, qui pourrait tout à fait être une règle, je pense que il y aurait sans doute un moment de tension et un moment de choc au départ, mais ça deviendrait assez vite quelque chose de normal. Ça peut imposer à un patron d'expliciter la différence, parce qu'évidemment qu'il peut y avoir des différences de salaire, ça s'explicite, mais à partir du moment où c'est sous le tapis, ça crée des fantasmes, ça crée une autre violence. Et puis l'autre question, c'est celle de l'écart à l'intérieur d'une même entreprise entre le plus bas et le plus haut salaire, qui est une vraie question, qui pourrait aussi assainir pas mal de choses si c'était abordé, qui n'empêcherait pas d'avoir de très hauts salaires, mais qui, à mon avis, irait dans le sens d'une forme de justice dans la représentation des choses. Une des grandes questions, c'est la justice fiscale, mais la justice à l'intérieur de l'entreprise, c'est aussi le moteur de la... même pas de la révolte, mais juste du sentiment d'être mis de côté, le sentiment de ne plus être pris en compte par, pour lire au plus large, un système politique et économique, c'est le fait de ne pas savoir et de, à partir de quelques signaux, se sentir déconnecté et se sentir ignoré. Là, je me dis que sur ce point-là, sur la question de la transparence, il peut y avoir quelque chose qui permettrait aussi de refaire communauté. Alors, je te propose de terminer notre entretien avec justement un entrepreneur, un multimillionnaire, puisqu'il donne son patrimoine, c'est 10 millions d'euros. 50 millions d'euros. Comment ? 50 millions d'euros. 50 millions. Oui, j'ai du mal à... Bon, 50 millions d'euros, d'accord. Ah oui, c'est ça, oui, 50 millions d'euros. Il s'appelle Olivier, il a 71 ans. En fait, tu ne donnes pas son nom de famille, je ne sais pas si c'est avec lui, mais on voit qui c'est, en fait. Hein, on peut... À l'inverse des autres personnages, pourquoi tu ne donnes pas son nom de famille ? Pourquoi tu... C'était en cohérence avec le reste. Je ne pense pas qu'il soit... Alors, il y a des éléments qui, si on fait des recherches rapidement avec Google, on peut retrouver qui c'est, mais... C'était pas ça qui t'importait. Non, puis je veux le mettre sur un pied d'égalité avec tout le monde, tout le reste. Je pense que découvrir son témoignage sans savoir qui c'est permet de l'appréhender un peu mieux. On a un peu moins je sais pas, en tout cas, on se prépare un peu moins. Après, si on veut savoir qui c'est, effectivement, il y a quelques éléments qui permettent de le savoir. Mais alors, et encore une fois, ça me permettait d'avoir ce regard de, comment dire, il est de plein pied avec les autres. Et on découvre comme ça, encore une fois, sans idée préconçue, sa manière aussi de dire, puisque c'était quand même mon point de vue, de voir comment les gens parlent de leur propre rapport à l'argent. Et alors justement, cet Olivier, il naît dans une famille communiste. Non, il est communiste. Il est communiste, il devient pardon, communiste étudiant. Non, mais justement, il n'est pas dans une famille absolument, communiste. Oui, excuse-moi. Voilà, exactement. Et page 145. Donc, il va faire beaucoup d'argent. Dans un truc qui est quand même pas terrible, c'est les LBO. Donc il nous explique ce que c'est. Moi j'ai toujours du mal à comprendre, mais enfin bon, c'est de l'argent. C'est quoi les LBO ? C'est un montage financier, si j'ai bien compris. Ça permet à la fois on rachète l'entreprise dans laquelle on est pour mieux la revendre un peu plus tard. Voilà. Et c'est du Bernard Tapie un peu. Bah, c'est avec sa propre entreprise. Et en plus, il intègre, lui, une centaine de cadres avec lui dans la démarche. Donc, il a fait la fortune par ce biais-là d'une centaine de personnes autour de lui. Absolument. Et alors, il nous dit « Mon argent me permet de faire de la politique à travers les initiatives que je soutiens ou que je fais exister. Mon argent fait-il que je suis plus écouté ? Point d'interrogation. Je ne sais pas. Quand je travaillais chez Ron Poulenc, j'avais un grand patron qui me disait « N'oublie pas que si 10% de ce que tu veux est réalisé, c'est colossal. Or, c'est le cas. Donc, de ce point de vue, je devrais être un peu plus calme. » Alors moi, c'est drôle, parce que moi, si j'étais grand patron chez Ron Poulenc, je ne dirais pas que je veux que 10% de ce que je veux soit réalisé, mais 100%. Je trouve que c'est très, très modeste, 10% de ces rêves réalisés. En fait, ce type de propos, moi, j'ai l'impression, me permet aussi
d'entrer dans la tête, alors là en l'occurrence indirectement, d'un patron, et de voir comment ce monde comment il se représente le monde. Je pense que ça traduit le fait que quand on dirige une énorme boîte comme Rhône Poulenc à l'époque, on est sur plusieurs fronts, sur des dizaines de fronts, et on pousse des dossiers, etc. Et si dans les centaines de dossiers qui sont poussés, il y en a 10% qui sont réussis, c'est une manière de se dire, est-ce que j'ai réussi ma journée, ou est-ce que j'ai réussi mon mois, mon année ou ma carrière. Moi, ça m'intéresse. Après, j'ai du mal à me projeter, moi, dans la tête naturellement, donc je ne sais pas si c'est 100%. Et peut-être que pour lui, le 100%, c'est ce 10%. Et s'il ne les atteint pas, là, par contre, c'est douloureux. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'en introduction, tu nous parles d'un chanteur qui aurait dû être footballeur, j'ai appris ça, un dénommé Julio Iglesias, dont tu cites Il faut toujours citer les grands auteurs. Donc, Toujours. Toujours les artistes champions. Le jour où tu commences à gagner, c'est Julio Iglesias qui nous dit ça, le jour où tu commences à gagner beaucoup d'argent, tu commences à acheter les choses à quoi tu rêvais. Une fois que tu sais que tu peux acheter les rêves, c'est fini. Parce que la seule chose intéressante, c'est de ne pas pouvoir acheter les rêves. C'est la seule façon de continuer à rêver. Bon, c'est une phrase d'un cynisme, moi je trouve ça abject, mais toi, tu en fais ton point de départ. Est-ce que tu peux nous expliquer? C'est un peu plus tard dans cette intro, j'explique que c'est compliqué, et c'est drôle d'ailleurs, parce que quelqu'un m'a dit, mais c'est marrant, il n'y a pas de gens très riches dans votre livre. Je dis quand même, si. Olivier, 50 millions. Il me dit oui, mais vraiment très riche. Je dis oui, j'ai pas rencontré de milliardaire, ça c'est vrai. Mais je pense que ça aurait été très compliqué de parler d'un rapport quotidien à l'argent avec un milliardaire en n'ayant aucune entrée ou validation de la caste. Parce que je pense que la question qui peut être crainte par quelqu'un extrêmement riche, c'est qu'est-ce que vous faites de votre argent? Ce qui est quand même qui revient un peu à des questions que je peux poser. Je ne dis pas que je me suis confronté à ce refus pour cette raison-là, mais je me projette là-dedans. Et la réponse la réponse et le fait de rencontrer Olivier est une réponse à ça, parce que lui considère, alors il ne consacre pas, comment dire, il y a une cohérence avec son parcours, mais il utilise son argent pour des actions, pour des migrants, pour monter une maison qui va dans Paris pour intégrer des médias indépendants, pour héberger des médias indépendants. Il y a des engagements multiples et variés, des engagements extrêmement politiques aussi. Et donc, ça m'intéressait d'avoir quelqu'un en face de moi qui était à la fois structuré intellectuellement par le PC dans les années 70-80 et qui alors je ne sais plus à quel âge, tout d'un coup l'opération, la LBO fonctionne, mais quand même plutôt vers la fin de sa carrière, a une fortune relativement colossale, même s'il n'est pas milliardaire et que ça a déçu certains lecteurs. Et donc il est une réponse à ça. Je n'étais pas sûr d'avoir auprès d'autres gens de ce niveau de fortune une réponse à ça. Je ne dis pas qu'il est j'allais dire un idéal type, une sorte de modèle répliqué. Justement, c'est un parcours totalement individuel et même très très singulier. Mais ça m'intéressait de voir ça. Autre chose qui m'a intéressé dans ce témoignage, c'est qu'il me dit justement cette opération financière, il a, comme je disais, intégré dans l'opération plusieurs dizaines de personnes autour de lui qui sont dans la même entreprise. Et donc il a fait leur fortune. Bon. Il me dit, mais si j'avais mis moins de gens, si j'avais intégré seulement 10 cadres, au lieu de plusieurs dizaines, ma fortune aurait été de 200 millions et pas 50. Et j'aurais pété les plombs. Et donc là, je lui dis, mais je ne vois pas la différence, moi, d'où je suis, entre 50 et 200 millions. Pourquoi tu pètes plus les plombs quand tu as 200 millions et que tu ne pètes pas les plombs quand on a 50? Et là, il me dit, et ça m'intéresse, c'est la limite du livre, enfin, c'est le véritable indicible. C'est, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Et donc... Ça, c'est quand même une phrase d'homme d'affaires qu'on n'aurait jamais. Qu'on n'aurait jamais, c'est bien. Jamais on pourrait tenir, non? Il y a un truc de... Je comprends pas. Je ne sais pas, mais je le sais. C'est un truc je ne sais pas pourquoi, mais je sais, je le sens en fait. C'est ça que ça veut dire. Je respecte ça au sens... c'est les tripes qui parlent en quelque sorte. Mais ça dit aussi un peu de ce rapport ambivalent qu'on a avec l'argent, enfin ambivalent, d'un rapport de fascination aussi. Et en fait, c'est toujours la question de la mesure. Qu'est-ce que je mesure? Et donc, moi, je comprends ça de telle manière que 50 millions, j'arrive à le mesurer, 200 millions par rapport à ma vie, j'arrive plus à le mesurer. Donc, je perds pied. C'est ça que je comprends. Et
Et sur la question de la mesure, là-dessus, ce point-là, moi, ça a été important et de le comprendre. Et il y avait une idée qui m'a traversé l'esprit, mais je vais la retrouver. Oui, tu vas la retrouver. Je te propose une déclaration de M. Florent Calvez, que je salue. Les milliardaires ont-ils encore un rapport avec leur argent ? Je trouve que c'est une très belle question. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis là. C'est-à-dire que plus il y a d'argent et moins on... Alors, il y a le fameux truc de se dire... moi, ça m'aurait intéressé d'avoir discuté avec un milliardaire en parlant de son argent quotidien. C'est-à-dire de pas son capital, de ses multiples sociétés et d'un capital qui forcément fluctue d'un jour à l'autre et d'une heure à l'autre, mais de savoir combien il garde, combien il garde pour lui, comment il l'utilise, où est-ce qu'il le place, et surtout de l'avoir de quelqu'un qui ne l'aurait pas hérité. Voilà, ça c'est un peu évidemment un regret, mais je pense encore une fois que ça aurait été compliqué d'avoir ce type de discussion. De trouver la personne en fait. Si j'ai bien compris, dans les Dry-Helix, révélés notamment par les copains de Reflet, en fait, les milliardaires ont des gens qui s'occupent de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de portefeuille. Ils ont les family, je sais plus comment Family Office. Family Office, enfin, c'est quand même. Enfin bon. Donc, oui, mais Family Office, ça démarre avant le milliard, hein, ça démarre très tôt. C'est vrai, tu en as un, toi? Il arrive, je vais vous le présenter. Non, mais je veux dire, je pense, pour en avoir rencontré un avant, qu'une fortune en millions suffit pour avoir un Family Office. Sans attendre le milliard, c'est ça que je veux dire. Mais non, sur la question du... Oui, c'est sûr. À quel moment... La question en creux par rapport à celle qui vient d'être posée, c'est à quel moment on n'a plus de rapport à l'argent? À quel moment ce n'est plus un sujet? Et là, on voit que avec tous tes interlocuteurs, qu'ils soient aisés ou dans la dèche, c'est toujours un sujet. D'ailleurs, c'est ça, j'ai retrouvé ce que je voulais dire par rapport à tout à l'heure. C'est que ce que j'ai compris parmi les choses que j'ai comprises en faisant ce livre, parce qu'encore une fois, j'ai démarré avec des questions naïves et puis petit à petit, j'ai quand même compris certaines choses, même par rapport à moi, c'est que là où on peut perdre pied, là où les problèmes arrivent, c'est quand l'argent n'est plus considéré comme devant acquérir ou se transformer en quelque chose. À partir du moment où il devient une abstraction, à partir du moment où il devient la mesure d'autre chose qu'une acquisition ou qu'une action. Et le cas, il y a plusieurs cas en fait qui sont évoqués dans le livre, et précisément, là où ça se matérialise, cette idée, c'est l'héritage. Quand au moment de l'héritage, on attend de l'argent qu'on va recevoir, la réparation ou la compensation de quelque chose qui n'a rien à voir avec une acquisition, avec un achat, c'est-à-dire une absence, un manque d'amour, de considération. Et quand on attend ça, évidemment l'argent ne permet pas ça, et c'est là que ça crée d'énormes tensions à l'intérieur de la famille dans un moment qui est déjà douloureux. Alors il y a eu un sondage, mais pour le coup je n'y ai pas accès. C'était une déclaration. Je pense que Aurial a demandé aux Opostiennes et aux Opostiens leurs revenus, afin qu'on puisse fixer l'impôt révolutionnaire. Bon, ça, je vous en parlerai après. Et donc, sondage terminé entre 1000 et 2000. Hein, je crois que c'est ça. Peut-être qu'en régie, Uriel, tu pourras me mettre toutes les réponses, si c'est possible. Comme ça, Glodioman, qui est dans la salle, verra que son application est utilisée vraiment à longueur d'émission. Je voudrais terminer par une phrase, page 192, qui est de ta plume, et qui, je trouve... elle te résume bien. Ouh là là. Toi qui gagnes 150 000 euros par mois. Non. La naïveté était aussi une manière de garantir l'absence de tout jugement moral. Et tu l'as abordé au tout début, hein, en disant, quand je suis allé voir tel ou tel, il y avait une forme de naïveté dans ma démarche, dans ma question. On pourrait presque parler de questions enfantines. Oui, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est pourquoi tu parles souvent de l'enfance. Et c'est ça que je trouve très beau, c'est de garantir l'absence de tout jugement moral. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu ne qualifies tes interlocutrices, interlocuteurs. Oui. Alors, moi, je leur garantissais ça aussi parce que je pense que c'est le premier blocage par rapport à avoir un discours sur son argent et son rapport à l'argent. C'est de se dire, qu'est-ce qu'il va penser de moi?
Et moi, j'allais chercher la parole la plus libre possible. Donc, non seulement j'exprimais cette absence de jugement moral, je le garantissais, mais je considère que c'est honnêtement, c'est l'honnêteté de base que de maintenir à l'intérieur du développement du livre cette absence de jugement moral. Par ailleurs, très honnêtement, je ne vois pas quel jugement moral j'aurais eu sur les gens que j'ai rencontrés. J'ai rencontré forcément des gens qui, encore une fois, ne sont pas des proches, mais qui, la force des liens faibles, voilà, sont quand même à quelques poignées de main de moi, pas forcément très loin. Donc, il y a malgré tout une forme de proximité qui fait que le jugement moral aurait eu du mal à exister. Donc, ouais, moi, je pense que finalement, c'est à chacun de le lire en fonction de son prisme aussi, ce livre-là. Ça peut être un outil. Encore une fois, c'est des récits. Hein, ça se lit aussi en tant que récit. Bien sûr. Mais donc, moi, c'était vraiment cette approche, mais je l'ai formalisé d'ailleurs en écrivant seulement cette postface, cet épilogue, parce que je me suis dit, voilà, ça fait partie des caractéristiques de ce livre-là. Et à chacun de s'en saisir. Peut-être plus pour se poser des questions sur son propre rapport à l'argent. Plus naïf encore, en fait, c'est que le point de départ, je dis à un moment donné, je me suis rappelé que quand j'avais une vingtaine d'années, je parlais à un copain qui était étudiant comme moi, mais qui avait quelques années de plus. Et à l'époque, quand on a 20 ans et que la personne en face en a 24, ça fait un gros décalage. Donc je lui dis, mais et si est-ce qu'on ne pourrait pas se passer d'argent ? Il m'a balayé le truc, etc. Mais au fond, pour moi, ça reste un truc de contrainte, une contrainte extrêmement partagée par tout le monde. Mais parce que c'est une contrainte, parce que ça contraint notre liberté, ou parce qu'il faut le transformer pour en faire un outil de notre liberté, ça m'a intéressé, ça continue de m'intéresser. La question que j'ai posée quand j'avais 20 ans, je ne la poserai plus comme ça. Mais au fond, le moteur, il n'est pas si loin de ça. Alors, le résultat du sondage, certains disent qu'ils ont loupé, Sorcière, j'ai loupé le sondage, Gisèle s'est dit, oh mais j'ai raté le sondage, je n'avais pas vu le sondage. Ouais, arrêtez, on vous croit pas. Voilà, alors, j'accepte de déclarer que je gagne par mois. Alors, 20% moins de 1 000 euros, 40% entre 1 000 et 2 000, 30% plus de 2 000, 5% plus de 4 555, 5% thé du fisc. Voilà. Merci à vous toutes et à vous tous. Il y a une autre question, une dernière question que je pourrais peut-être reprendre du chat. Quelqu'un qui évoque Picsou. Il se trouve que tu évoques Picsou dans ton livre. Oui. Tu peux nous dire la bataille entre Picsou et Pif? Ah oui. En fait, c'est en réfléchissant sur la figure de Picsou qui, traditionnellement, moi j'en avais entendu parler comme étant une sorte de premier rapport au capitalisme promu par Walt Disney. Et en fait, je me suis dit, mais Picsou, c'est un personnage qui n'est pas sympathique. Eh oui. C'est vraiment le. C'est ce que tu nous rappelles. C'est l'égoïste, l'avare, qui parle mal à ses neveux, bon. Donc c'est quand même une figure ambiguë, même s'il y a effectivement cette abondance qui est là aussi pour donner envie. Et donc oui, alors est-ce que c'était versus Pif ? Bon voilà, Pif était porté par l'humanité, et effectivement ça. Les éditions Vaillant. Les éditions Vaillant, et d'ailleurs la revue Vaillant aussi. Ouais. Donc ça a parfois créé des divisions dans les familles ou des clans, évidemment. La pop culture est pleine de ça. Mais moi, ça m'avait intéressé de réfléchir sur Picsou, qui n'est pas forcément si fascinant que ça quand on est enfant. Je ne sais pas. Alors, Florent nous parle de c'est Scrooge, le méchant dans le conte de Noël. Oui, je crois que c'est le nom. Scrooge, Oncle Scrooge. C'est Picsou en anglais. Ah, c'est ça, d'accord. Ok, c'est Scrooge. Ok. Voilà. Donc à ceux qui disent bah non, excusez-moi, je travaillais en même temps, j'écoutais d'abord, j'ai pas pu répondre au chat. Écoutez, vous avez une manière de vous rattraper, c'est de faire un don, hein, puisqu'on parle de pognon depuis une heure. Hein. Alors tous ceux qui sont au-dessus de 2000 balles, l'impôt révolutionnaire, il est déclaré aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez jusqu'au 31 décembre pour récupérer 66% de vos dons
si vous êtes imposable, et a priori, certains peuvent l'être. Voilà. Aidez Macron, faites la loi de finances, fléchez vos impôts, faites des dons. Voilà. Net ou brut? Ça, on n'avait pas. Net, voilà. Uriel, elle parle toujours net. Il y a que les patrons pour parler brut. Eh oui, voilà. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très agréable cette discussion matinale. Donc, très bien. J'ai l'impression que on a été au fond du livre. J'ai une question rituelle ici que tu connais peut-être. C'est qu'est-ce qu'on a fait justement pendant 1h15? Pendant 1h15, on a en premier lieu discuté de ce livre, de l'argent des gens, mais tu m'as aidé à mieux le comprendre et j'espère à mieux l'expliquer. Donc ça, voilà, c'est ce genre de ping-pong qui part ensuite dans le cyberespace, c'est plutôt pas mal. Ah, tu as fait du média training ce matin, en gros, c'est ça? Tu t'es entraîné à répondre à... Tu m'as entraîné. Oui, c'est ça. Ouais. Non, en fait, non, pour être clair, c'est quand même l'expérience, c'est qu'on comprend mieux son livre quand on fait ce type de discussion. Sans parler de propos à reprendre dans d'autres interviews, c'est vrai que selon le lecteur, on finit par mieux comprendre ce qu'on a écrit, y compris ses qualités et ses défauts. Super. Eh bien, écoute, je te dis à bientôt. Tu peux peut-être nous parler de ton studio quand même? Wave Audio? Oui. Wave Audio, c'est un studio de production sonore. On produit du podcast, mais aussi de l'audio en général, Ouais. par exemple pour les musées, pour les institutions. Vous en êtes où avec la BNF? Ah oui, absolument. Très bonne. Alors là, je ne sais pas s'il y a Media Training, mais vendredi prochain, on enregistre le début de la 4e saison de Série Noire à la Une, qui est une production pour la BNF, Retro News, le fonds de presse de la BNF. On croise l'histoire de la presse et l'histoire du fait divers. C'est toujours passionnant. On a eu 3 saisons qui sont toujours réécoutables, Série Noire à la Une, sur toutes les plateformes. Et à partir de janvier, donc 4e saison, avec encore plus de récits et de narration. Thomas, j'ai fermé les yeux. Oui, je vois ça m'inquiète. Et là, je suis dans ton podcast. Ah. Je t'entends en train d'interviewer un historien et une historienne qui discutent de la presse et des faits divers. Ça y est, je suis dans la saison 4. Ouais. C'est bien toi qui fais les entretiens. Oui, absolument, ouais. Ah oui, là, tu peux refaire faits divers Faits divers, l'histoire de la presse et du fait divers. Série Noire à la Une, saison 1, saison 2, saison 3. Là, je recommande par exemple l'épisode qu'on a fait sur Anatole Deblair, le bourreau historique, passionnant. Ce qui est bien avec la BNF, c'est qu'ils ont des contacts avec les historiens les plus capés sur ce genre de sujet. On continue donc à partir de janvier, et pour moi c'est dès vendredi prochain, puisqu'on enregistre 3 épisodes. Ah bah c'est génial, c'est super. Tu le sais, on avait reçu d'ailleurs Quentin Dulermoz, enfin plusieurs des historiens que tu avais interrogés. Oui, sur la commune, Quentin Dulermoz, c'était passionnant. Sur la commune, et on avait parlé à ce moment-là de l'épisode que vous aviez fait sur les Apaches. Sur les Apaches, ah oui, les bandes d'Apaches dans les années 1900 à Paris. Passionnant, casque d'or. Voilà, exactement. Et donc tout ça, c'est disponible. Donc là, le financement, pour parler d'argent, le financement, c'est quoi? C'est la BNF? C'est de la production. Pour moi, c'est de la production exécutive. Donc on négocie sur la base d'un devis, et une fois que c'est signé, on démarre. Voilà, quand nos interlocuteurs le souhaitent. C'est Retro News précisément, qui produit notamment du podcast, mais beaucoup d'écrits, de la vidéo, un espace historique passionnant. Absolument. Passionnant à plein de points de vue. Qui est une forme de plateforme, de vitrine de Gallica, des archives, mais c'est éditorialisé. Absolument. Avec des papiers et vos podcasts. Et un moteur de recherche à l'intérieur du fonds de presse qui est incroyable, parce qu'on peut faire des recherches qui vont aller taper sur les facsimilés des journaux et donc entrer directement dans les articles. Et voilà, honnêtement, on peut y passer des jours. Absolument, absolument. Le seul truc, c'est que Retro News est limité par la date. Ils ne peuvent pas aller... il faut qu'il y ait au moins 60 ans, c'est ça? Nous, le fonds pour le podcast sur lequel on travaille, le plus ancien remonté au 17e de mémoire, et le plus récent, c'est les années 50. C'est ça, c'est les années 50. Eh ben, c'est génial, super. Alors moi, je reviendrai dans quelques instants avec la
l'apport révolutionnaire. Pour l'instant, je vois que nous n'avons rien reçu, hein, à part en début un donateur anonyme que je salue. Mais là, on n'a rien reçu. La photo, c'est ça, Uriel, ce que tu me dis? Ah non, c'est le soir. Je fais ta photo, je te raccompagne, et puis après, je reviens faire un peu de blabla avec les copains et les copines du chat. Merci beaucoup, Merci, Thomas. David. L'argent des gens, tentative d'épuisement de nos porte-monnaies. Thomas Baumgartner aux éditions du Faubourg. Ça coûte 18 euros, On attaque la police, faut le si dire. vous voulez. Moi, je donne jamais les prix, ça me Oh. dégoûte. Ça me dégoûte. Ces gens qui parlent d'argent à longueur de journée. Ah, c'est ça sale. ras-le-bol, c'est sale, c'est dégueulasse. Je ne sais pas le prix. Allez, à très vite. À merci, bientôt. merci Salut, beaucoup. David, merci beaucoup. Et bravo pour votre boulot qui est vachement chouette. Merci. Je reviens, les amis. Vous pouvez envoyer la scène pause. La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr.